Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro Sapat de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. En France, 142 500 demandes d'asile ont été enregistrées en 2023. Quelles sont les raisons qui se cachent derrière ces demandes ? De la peur, de la souffrance ou encore le souhait de vivre une vie meilleure ? Pour répondre à nos questions, nous accueillons Olivier Milan, éducateur spécialisé au CADA, centre d'accueil pour demandeurs d'asile de l'association Le Pont au Creusot. Bonjour Olivier. Bonjour et merci de m'inviter. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un demandeur d'asile ? Alors un demandeur d'asile, c'est avant tout une personne et c'est une personne dont la situation est caractérisée par des textes de loi, en tout cas tout un ensemble de textes nationaux et internationaux qui vont conditionner la prise en charge et l'accueil de ces personnes. Mais pour faire simple, une personne en demande d'asile, c'est une personne qui a fui son pays d'origine et qui vient demander la protection à la France. Une protection notamment administrative. Est-ce qu'il y a une différence entre les demandes d'asile, les réfugiés ou les migrants ? Alors ouais, il y a des différences. On entend beaucoup parler ces derniers mois, ces dernières années de migrants. C'est un peu un mot valise qui englobe en fait des tonnes de réalités. Moi, quand j'étais plus jeune, ou même quand j'étais enfant, quand j'étais à l'école, ce que j'apprenais en cours, c'était immigrant ou émigrant, en fonction de si on part ou si on arrive. Là, ces dernières années, on entend parler de migrants un petit peu comme si, en fait, ces personnes, elles étaient dans aucun de ces deux cas. Comme si, finalement, elles étaient toujours en mouvement. Moi, je considère que les personnes que j'accompagne, donc comme ça a été dit, je travaille pour un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Pour moi, ce sont des personnes en demande d'asile. Elles ne sont pas migrantes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas en mouvement. Elles le seront peut-être de nouveau à un moment donné. Elles l'ont forcément été avant d'arriver dans le centre dans lequel je travaille. Mais en tout cas, ce ne sont plus des personnes en migration. Ensuite, une fois qu'elles sont inscrites dans une procédure de demande d'asile, on les appelle personnes en demande d'asile. Et à l'issue de la procédure de demande d'asile, à l'issue de l'étude de leur demande par les institutions concernées, si elles obtiennent un avis favorable, elles deviennent là aussi ce qu'on appelle réfugiés, ce qui est aussi là un mot valise. Elle se réfère finalement à la question de la protection internationale, et dans la protection internationale, il y a deux types de protection qui sont le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. Voilà, ces deux types de protection font qu'on est ou pas réfugié. En général, de quel pays viennent les personnes accueillies au centre d'accueil pour demandeurs d'asile du Creusot et quelles sont les raisons de leur présence ? C'est difficile en fait de faire une réponse générale parce que par essence, il n'y a pas de généralité. Les personnes qu'on accueille peuvent venir de partout en fait, de tous les continents de la planète, et je dirais même en théorie et légalement, ça peut être des Européens. Il y en a peu, voire pas, mais c'est légalement prévu. Et quand je dis qu'il ne peut pas y avoir de généralité, c'est tout simplement parce que l'origine des personnes qu'on peut héberger, elle découle directement de la situation géopolitique mondiale, de tout un tas de facteurs finalement, que ce soit des guerres, des conflits internes, des guerres civiles, une situation politique tendue dans un pays, une situation climatique particulière, même si c'est pas reconnu en tant que motif de protection internationale à date, c'est quand même mine de rien, je pense, un vecteur de migration et de demande d'asile en France et en Europe. Il n'y a pas de réponse générale. Après, que ce soit hier, aujourd'hui ou même demain, il y a quand même une grosse proportion de personnes provenant d'Afrique, notamment d'Afrique subsaharienne. Et puis ces dernières années, proportion aussi importante de personnes venant d'Asie, de pays comme l'Afghanistan, le Pakistan, le Bangladesh, dans une moindre mesure peut-être l'Inde, le Sri Lanka. D'après les actualités en ce moment, il y a beaucoup de guerres dans le monde. Accueillez-vous des familles qui viennent des guerres lointaines ? Ouais, tout à fait. Après, il faut avoir conscience que finalement, le gros des mouvements migratoires, le gros de l'exil au niveau mondial, n'a pas comme résultat une arrivée en Europe. La plupart des gens qui fuient une guerre vont s'installer dans un pays limitrophe. Et donc,
Une fois ce constat en tête, les gens arrivent suite à des conflits type Ukraine, chute du régime afghan il y a 2 ans, tout un tas d'autres conflits, mais comme je viens de le dire, comme les personnes bien souvent vont chercher refuge dans les pays limitrophes, et que souvent c'est des conflits qui durent des années, voire des décennies, certaines personnes à un moment donné peuvent faire le choix de fuir une situation compliquée dans ces camps de réfugiés dans les pays limitrophes où finalement ils n'ont pas de droit, où une promiscuité est certaine, tout un contexte de vie fait que c'est plus possible ni de rentrer dans le pays d'origine, ni de rester dans ce pays, dans ce camp de réfugiés, et finalement arrivent. Donc les effets des guerres en termes de migration ne se font pas ressentir chez nous rapidement, forcément dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent. Ça a pu être le cas comme par exemple la guerre en Syrie. Ça a pu être le cas là avec la guerre en Ukraine, mais grâce à l'activation d'un dispositif de protection au niveau européen qui n'avait jamais été mis en œuvre jusqu'ici. Mais c'est vraiment des situations finalement isolées, mais la plupart du temps, les effets des conflits ou des situations qui peuvent mener à un exil ne se font pas ressentir chez nous immédiatement, ça prend du temps le plus souvent. Et puis il faut pas oublier que les personnes qui fuient le plus souvent fuient dans une situation de précarité financière, non pas parce qu'elle l'était auparavant, mais quand on fuit parce que tout explose autour de soi, en général on n'a rien, donc on part comme on peut. Arriver, ça prend aussi du temps. Et puis sans faire de politique, nos frontières sont gardées. Nos frontières européennes sont gardées. Les franchir, c'est quelque chose de compliqué. Tout ça prend énormément de temps. Combien de personnes pouvez-vous accompagner et à quoi ressemble leur quotidien ? Au niveau départemental, au niveau de notre CADA associatif, on héberge et accompagne environ 340 personnes, si je ne m'abuse. Moi, à titre individuel, j'accompagne entre 20 et 25 personnes, adultes et enfants confondus. J'accompagne pas d'enfants qui arriveraient seuls. Par contre, on accueille des familles et donc on compte les enfants comme personnes accompagnées. Parce qu'il y a bien des choses à faire avec les enfants, donc c'est bien normal qu'elles soient comptabilisées dans les effectifs des personnes accompagnées. Les demandes d'asile prennent parfois du temps à être traitées. En fonction de quels critères sont-elles acceptées ou non ? Ce qui conditionne finalement tout ça, c'est les accords internationaux qui ont été signés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc la Convention de Genève, puis quelques années après les accords de New York, la réglementation européenne, puis la réglementation française. Donc c'est tout ça qui conditionne finalement la reconnaissance d'une protection internationale, du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Je ne vais pas schématiser de cette manière-là parce que ça serait sans doute réducteur. C'est pas des petites cases que les personnes en charge de l'étude de demande d'asile vont cocher. Mais finalement, il faut quand même correspondre, en tant que demandeur d'asile, à un certain nombre de critères. Avoir été victime de mauvais traitements, discrimination, avoir été vraiment en danger au niveau de peine de mort. Ce sont les motifs principaux qui peuvent être déclinés en fonction de la situation individuelle de chacun. Les autres critères les plus importants sont est-ce que vous êtes un homme, une femme ? Est-ce que vous avez été persécuté à cause de votre religion, de votre orientation sexuelle, de votre conviction politique ? Il y a tout un tas de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais voilà, les éléments principaux, c'est un risque pour sa vie, risque de mort, ou bien des peines d'emprisonnement abusives, etc. Que deviennent les personnes qui reçoivent un refus de demande d'asile ? C'est très difficile de répondre à ces questions parce que notre hébergement finalement est conditionné à l'état d'avancement de la procédure de demande d'asile. Donc une personne qui se voit déboutée de sa demande d'asile, donc qui fait l'objet d'un rejet, elle doit quitter notre structure sous un délai grosso modo d'1 mois. Une fois qu'elles sont parties, on ne sait pas trop ce qu'elles deviennent, toutes ces personnes. On a parfois, moi à titre individuel, j'ai parfois des nouvelles. Je sais que certaines réussissent finalement à obtenir un droit au séjour, soit parce que elles ont trouvé du travail, soit parce que le hasard de la vie fait qu'elles ont rencontré quelqu'un, qu'elles ont fondé une famille. Ce sont des motifs qui permettent à une personne de se voir régularisée par voie préfectorale et donc de rester en France. Mais une réalité, c'est que beaucoup de personnes déboutées du droit d'asile soit restent et vivent en clandestinité en France, soit continuent finalement leur parcours migratoire, redeviennent migrantes et vont recommencer dans un autre pays d'Europe en espérant obtenir gain de cause. Ça risque de pas durer. Il y a une volonté de réforme du droit européen qui consisterait à stopper en fait à partir du moment où vous auriez un rejet de votre demande d'asile dans un pays d'Europe, il serait valable dans tous les autres, ce qui éviterait aux gens de circuler au sein de l'Union européenne.
c'est pas encore fait. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que toutes vont vivre, quel que soit leur choix finalement, toutes vont vivre des situations compliquées, douloureuses et pendant de nombreuses années. Ça, j'en ai la certitude. D'après votre expérience professionnelle, est-ce que vous avez déjà eu des moments difficiles avec certaines familles où vous étiez attaché, où vous restez à une position neutre, ne pas montrer ses sentiments ? Oui, évidemment, je vais faire une réponse politiquement correcte. Je me dois de rester le plus neutre possible, pour rester le plus objectif possible dans mon accompagnement, pour tenter de ne pas prendre parti, parce que je ne dois pas prendre parti ni favorablement ni défavorablement. Ma mission, c'est d'accompagner, une mission de service public, ma mission, c'est d'accompagner des personnes en demande d'asile pendant le temps d'étude de leur situation, donc sur de l'hébergement, sur de l'accès aux soins, sur de l'accès aux droits, même s'ils ne sont pas très nombreux, ils existent quand même, de l'accès à la scolarité pour les enfants de moins de 16 ans. De plus de 16 ans, c'est plus compliqué, puisque l'école est plus obligatoire, donc ça devient plus compliqué. Mais voilà, je me dois de rester le plus neutre possible, parce qu'il s'agit là des demandes d'asile des personnes dont j'ai la charge de l'accompagnement. Elles ont bien souvent sacrifié quand même un certain nombre de choses. Leur vie, tout simplement, leurs racines, accepter finalement de peut-être dire au revoir à la famille qui pourrait être restée au pays pour toujours. C'est une démarche qui est la leur, même si elles se trompent finalement dans leur positionnement, non pas dans le fond, mais dans le positionnement, dans leur manière de défendre leur demande d'asile quand elles ont à le faire devant les autorités compétentes. Mon travail, c'est pas de leur dire dis ça, dis ça, dis ça pour que ça passe. C'est pas mon travail. Dans le sens inverse, mon travail, c'est pas non plus de leur mettre des bâtons dans les roues si jamais notre relation n'est pas bonne, quoi. Donc je m'efforce de rester neutre le plus possible pour rester objectif le plus possible. En ça, il n'y a pas vraiment de famille avec lesquelles j'ai des bons ou des mauvais souvenirs. Après, voilà, c'est des rencontres humaines, donc j'ai fait une réponse politiquement correcte. La réalité, c'est qu'on se rencontre et que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce que j'ai dit par rapport à la neutralité, c'est quelque chose que je garde toujours, voilà, je ferme les yeux, je vois cette question-là. J'ai pas à faire autrement. Et je voudrais pas que la mission qui est la mienne et qui est celle d'un paquet de travailleurs sociaux et d'associations soit pointée du doigt en disant voilà, les associations elles sont partie prenante, il faut arrêter de les financer, etc. Non, si j'ai une implication, c'est celle d'essayer d'être le plus neutre possible et de donner l'accompagnement le plus efficient possible à toutes ces personnes-là. Quels sont les préjugés les plus fréquents que vous entendez au sujet des demandeurs d'asile ? Alors j'en entends peu, c'est rigolo parce qu'on en discutait il y a 2 jours avec des collègues femmes pour le coup, et je précise, c'est pas pour rien. Moi personnellement j'entends très rarement de choses dans mon cadre professionnel. Alors est-ce que c'est parce que je suis un homme et que on n'ose pas me dire ce qu'on pense, puis qu'on va plus oser le dire à mes collègues femmes, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons que je saurais pas le dire, mais à titre professionnel, j'entends rarement finalement de propos du préjugé. Je peux ressentir par contre des choses, des refus parfois, je sais pas moi, des demandes de rendez-vous à droite, à gauche, je veux pas rentrer dans le détail, mais je peux porter des demandes des personnes que j'accompagne et que ces demandes fassent l'objet de refus, et parfois je me demande quand même s'il ne s'agit pas là d'une forme de rejet, de racisme ou de xénophobie ou quoi que ce soit d'autre de pas forcément très bienveillant. Donc si je me réfère à ce que me disent mes collègues, oui, des propos racistes, xénophobes, ça fait partie du quotidien, mais c'est pas une révélation. Il suffit de sortir de chez soi, d'écouter la presse, les médias, de suivre les élections, et puis on voit bien qu'il y a quand même une partie de la population qui rejette les personnes étrangères. C'est malheureusement sans surprise, mais là aussi notre travail, c'est de faire en sorte de permettre à la population globale, à la population française, de vivre le mieux possible cette cohabitation et la question de l'intégration des personnes, si ce n'est en demande d'asile, en tout cas réfugiées. Vous avez organisé des portes ouvertes du CADA, notamment en 2023. Comment ce genre d'action peut-il aider à faire cesser ces préjugés ? La meilleure façon peut-être de faire tomber les préjugés, c'est de permettre aux gens de se rencontrer. En général, on a peur de ce qu'on connaît pas. On est nombreux peut-être à avoir peur de la mort.
on sait pas ce que c'est. Je veux pas faire de comparaison entre un étranger et la mort. Il y a un petit peu cette question de l'inconnu et de la crainte et de l'appréhension de l'inconnu. Et du coup, quand on a peur, c'est plus facile de rejeter que de s'exposer. Donc notre volonté, c'est de permettre aux gens de se rencontrer finalement, de faire tomber un petit peu les a priori, les visions stéréotypées et puis tous ces préjugés. C'est compliqué, ça demande du temps, ça demande de la volonté de toutes les parties finalement. Et on peut pas forcer les gens à accepter de venir rencontrer des personnes dont elles ont peur. C'est des riverains. Avec les voisins, c'est compliqué, on peut pas les contraindre, mais on invite aussi des partenaires qui interviennent auprès de tout un tas de personnes et du coup finalement elles relaient aussi peut-être une vision peut-être plus pertinente de la réalité. Brique par brique, on espère réussir à combattre les stéréotypes et notre volonté c'est pas de faire en sorte que les gens acceptent l'accueil des personnes étrangères, des personnes réfugiées, etc. C'est pas notre travail ça, mais par contre d'essayer de lutter contre le rejet, contre le racisme et contre tout ce qui est illégal finalement, ça fait quand même partie de nos missions. De permettre aux gens de vivre ensemble le temps imparti, à savoir le temps de la demande d'asile. La loi immigration du 26 janvier 2024 a-t-elle des impacts sur votre travail et sur les personnes que vous accompagnez? Si oui, lesquelles? Pas encore, et il va falloir pour ça attendre les décrets d'application, les circulaires, etc. Tout ça, ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Elles auront un impact, c'est certain. Pour l'instant, il n'y a pas d'impact. Selon le site internet Info Droit Étranger, les demandeurs d'asile doivent être obligatoirement des étrangers qui fuient à cause des persécutions ou des craintes dans leur pays. Quel est votre avis sur cette explication? Alors si vraiment c'est écrit comme ça, c'est faux, c'est un raccourci. Ça, ce qui est dit là, la persécution, etc., c'est vrai pour une personne bénéficiaire d'une protection internationale. Un demandeur d'asile, dans l'absolu, je devrais pas dire ça, mais dans l'absolu, il peut tout à fait mentir et puis inventer une histoire, y a pas de souci. Ça passera sans doute pas, il aura pas de protection internationale derrière, mais un demandeur d'asile n'a pas obligation d'être dans cette situation-là. Par contre, pour pouvoir être protégé, il faut effectivement avoir été victime ou à risque d'être victime de ces questions-là. Là aussi, c'est encore un raccourci, comme je l'ai expliqué un petit peu plus avant. Les critères sont beaucoup plus larges que ça, finalement. Quand on entend dire aussi cette population-là, elle ne peut pas avoir de protection internationale, là aussi, en fait, c'est une ignorance du droit. Une demande d'asile, c'est une demande individuelle. On a beau provenir de telle ethnie, on a beau provenir de tel pays, ayant quitté à telle époque, et on peut se dire, voilà, le contexte fait que ça risque d'être non. Eh ben non, en fait, on sait jamais. C'est une étude individuelle, une demande d'asile. Que vous apporte votre travail au quotidien? Des cheveux blancs, de la fatigue, beaucoup de joie, beaucoup de partage, des moments de tristesse aussi, mais que je garde pour moi. Ça serait franchement malvenu que de véhiculer ma tristesse, parce que c'est forcément dans des cas où les situations sont compliquées, à des personnes qui vivent directement la peine. Donc je vais pas être plus triste qu'eux, et je vais même pas en fait leur dire. Je m'efforce d'être empathique, mais quoique, parce que je souffre pas avec eux, je comprends la souffrance de certains, mais je la vis pas, donc je m'efforce de l'identifier pour pouvoir travailler avec cette considération-là. Donc ce que ça m'apporte, c'est des questionnements, c'est des rencontres, c'est un élargissement de ma culture, vraiment au sens de, toi tu viens de tel pays, voilà comment tu vis, moi je vis comme ça, on partage, on discute, etc. C'est aussi beaucoup d'apports, un enrichissement très important en termes de compréhension du fonctionnement du monde, de la géopolitique, des tensions en termes de ressources, des jeux de pouvoir, etc. Et ça me force en fait à chercher de l'information qui n'est pas celle qui est forcément véhiculée par la presse qui a pignon sur rue, on va dire. Je suis obligé, dans l'exercice de mon travail, d'aller chercher de l'information sur des publications d'organisations non gouvernementales comme Human Rights Watch, la Ligue des droits de l'homme, la Croix-Rouge, des publications de l'ONU, pour pouvoir comprendre les contextes géopolitiques locaux et puis un petit peu appuyer le travail des avocats qui interviennent aussi parfois dans les procédures de demande d'asile. Voilà, ça m'apporte beaucoup d'enrichissement. Pour finir, pouvez-vous nous raconter une anecdote ou un souvenir que vous avez vécu ? C'est compliqué de répondre à ce type de questions parce que je rencontre tellement de personnes, elles ont un parcours de vie tellement riche. Accompagner toutes ces personnes-là, c'est un petit peu, parce que c'est des personnes étrangères qui parlent pas français. Le plus souvent, c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même le gros de la population accompagnée.
On intervient finalement sur tous les pans de leur vie quotidienne, quoi. Des anecdotes, j'en ai tous les jours en fait. Plutôt que de parler d'anecdotes avec ces personnes-là, je parlerai presque plus de moi pour le coup. Quand je suis arrivé en fait sur ce poste-là, je suis arrivé il y a plus de 7 ans maintenant, 7 ans et demi. Je travaillais déjà comme travailleur social, comme éducateur depuis plusieurs années. Je pensais que, vu mon goût pour relever le challenge, pour essayer de trouver des solutions à des problématiques complexes, que j'allais pouvoir m'éclater en fait là-dedans. C'est le cas, mais à la différence près qu'après quelques mois de travail dans ce domaine-là, il m'a fallu revoir un petit peu à la baisse mes ambitions et comprendre que finalement le cadre et le droit étaient là et que malgré tout, il y avait beaucoup de choses dont je ne décidais pas. Beaucoup de gens, 3 sur 4, finissent déboutés de la demande d'asile et donc tout le travail relationnel qu'on a mis en œuvre va s'arrêter de manière assez abrupte. J'ai dû augmenter un peu plus mon humilité vis-à-vis de mon action. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental dans le travail que j'accomplis. Merci à Olivier Milan, éducateur spécialisé au CADA, centre d'accueil pour demandeurs d'asile de l'association Le Pont au Creusot, d'être venu répondre à nos questions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site lepont.asso.fr ou pour écouter notre interview, rendez-vous sur YouTube sur le compte Radio Aléo. Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations.